Alors, bah, écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que le bug bounty pour les moins familiers et pour les plus familiers d'entre vous, on va pouvoir échanger un petit peu sur tout ce qui est retour d'expérience, aussi bien en tant que hacker qu'en tant que gestionnaire de programme ou éventuellement en tant que triager. Alors, tout d'abord, pour poser un petit peu de contexte, je viens aujourd'hui avec ma casquette de directeur technique de chez BZ Hunt, le petit personnage que vous pouvez voir en bas de la photo où on a cofondé la société avec Brice Augrard en novembre 2020 et parmi nos cœurs d'activité aujourd'hui, on retrouve, les grands classiques de la cybersécurité offensive, c'est-à-dire la notion d'audit d'intrusion, la sensibilisation vis-à-vis des utilisateurs, les notions de réponse à incident malheureusement quand on est appelé, généralement en pompier. Les notions de recherche et développement, bien sûr, pour pouvoir, rester en tout cas, à jour des dernières vulnérabilités, des dernières problématiques sécuritaires et toujours être sur la brèche. Mais surtout cette notion de bug bounty. Et cette notion de bug bounty, elle nous est assez importante. Pourquoi? Parce que je pense que bon, vous avez tous le contexte cybersécurité en tête. Effectivement, depuis 2 3 ans, on a une croissance monstrueuse des cyberattaques. En termes de ransomware, les coûts ont explosé. Le contexte covid, bien sûr, n'a pas aidé. Mais, en fait, tout ce contexte, malheureusement pas forcément extrêmement propice, à la pérennité, à la sérénité des entreprises, il a permis en fait de venir porter une vague, une tendance, en tout cas une sous-culture qui commençait à prendre un petit peu d'essor, mais qui, en fait a pris, qui a vraiment, vécu une énorme croissance sur ces 4 à 5 dernières années, qui est, cette notion de ethical hacking. Cette notion d'ethical hacking aujourd'hui, c'est quoi? C'est la volonté, d'appliquer ses connaissances en cybersécurité offensive, c'est-à-dire, comment est-ce que l'on maîtrise l'attaque pour mieux venir se défendre. Cette approche, elle est ancienne, elle est connue depuis, je dirais presque les fondements de l'informatique, mais pourtant, sa popularisation et son «intégration» entre guillemets au sein de la culture, cyber, proactive, je dirais et pas simplement, on va dire passive ou curative, cette tendance, cette popularisation est beaucoup plus récente. Et donc, ben, parmi ces multiples facettes que l'on peut revenir retrouver dans l'ethical hacking, il y a, les audits et les intrusions comme j'ai pu le mentionner précédemment, mais également toute la notion, aujourd'hui de bug bounty, cette notion de chasseur de primes. Alors justement, bah, la question c'est, on commence à en entendre un petit peu parler, on sait qu'il y a des entreprises qui font appel, on sait qu'il y a des gouvernements qui font appel, mais au final ça reste quand même, une certaine nébuleuse. Et c'est la raison pour laquelle, ben, je souhaitais faire ce discours et cette présentation aujourd'hui, afin en fait de pouvoir vous présenter ces différents aspects et justement quelle notion apporte le bug bounty, quel intérêt il peut y avoir et bien sûr en apportant justement la légitimité d'une personne qui a été à peu près de tous les côtés de la barrière du bug bounty. Alors, si on se permet une francisation et on sait que bon, on apprécie, énormément les francisations en France, hein, si je vais me permettre, la courte parenthèse de la traduction historique de phishing par filoutage et hameçonnage. Le bug bounty, si on le traduit, si on le francise, c'est la notion de primo bug où, en fait ses racines, remontent jusqu'à 1995. Peut-être certains d'entre vous s'en souviendront, sur tout ce qui était, Netscape et les premiers programmes en tout cas de chasse aux bugs qui commençaient à être rémunérés à l'époque. Et tout le concept de bug bounty repose sur une chaîne qui se veut assez simple, qui est, un hacker nous trouve une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, il peut la soumettre et suite à la soumission et validation de ce rapport, de cette remontée de vulnérabilité, il peut se voir, gratifié, d'une récompense. Cette récompense pouvant être, un pécule financier, des goodies ou simplement parfois des remerciements ou des points. Heu, alors je vous l'ai dit effectivement depuis, les 5 à 6 dernières années, on a un énorme essor du bug bounty et de tout ce qui est cybersécurité offensive et plus encore justement du bug bounty avec effectivement des budgets qui sont alloués de plus en plus importants et il y a une raison et on y reviendra un petit peu après, mais avec, des primes à la faille qui peuvent monter jusqu'à 1,5 million de dollars chez, par exemple, chez nos amis Google. Bien sûr sur une typologie de vulnérabilité qui est extrêmement spécifique, typiquement, certaines vulnérabilités qui affectent certaines versions spécifiques d'Android ou certaines, clés Titan extrêmement spécifiques.
Et au final, bah, cette tendance, cette pratique, en tant que hacker ou en tant qu'entreprise, en fait, permet, justement de bénéficier de personnes qui pratiquent le hacking, et ce dans un cadre légal et bien sûr depuis toute la planète. Donc potentiellement le pool de talents est illimité et international. Alors effectivement, je on vous a présenté le quoi, mais la notion maintenant c'est qui en fait? Qui participe au bug bounty? Bien, si on reprend une distinction assez, assez on va dire, binaire du schéma, on peut séparer justement le bug bounty entre le hacker et le côté entreprise. Le hacker effectivement, ça peut être n'importe quel hacker sur la planète. On peut accepter par exemple, d'ouvrir son programme de bug bounty à absolument tout le monde pour inviter, bah, tout citoyen, toute personne qui a des compétences, toute personne qui souhaite se lancer à venir travailler, bah, sur mon périmètre en tant qu'entreprise, sur mon programme de bug bounty. Ou alors par contre, je peux avoir une approche qui est un petit peu plus spécifique et un petit peu plus, on va dire sélective, sur par exemple, la typologie de hackers qui pourra rejoindre ou leur profil. Cette sélection généralement, elle se traduit par un pool, on va dire par exemple on peut faire entrer 3, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20, puis 100, puis 200, peu importe, hackers jusqu'à ouvrir progressivement et de manière complètement publique, le programme de Bug Bounty. Ça permet typiquement de venir gérer l'afflux de compétences, de connaissances et ça permet aussi d'ajuster, les alors que ce soit l'aspect budget prévisionnel ou ça permet aussi d'ajuster la charge de travail des équipes en interne. Et au final, cette volonté de venir, alors je l'ai pas mis dans la présentation, mais c'est une volonté au final de crowdsourcing, un petit peu comme toutes les notions de crowdfunding où chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte 5 € par-ci, 10 € par-là. En l'occurrence, en fait, c'est chacun vient apporter ici sa brique d'expertise, au profit de la cybersécurité, d'une entreprise, d'un périmètre. Et donc, en fait, on vient s'appuyer sur des compétences diverses, de chaque personne qui aura, ben, un background unique, une expérience unique et donc qui aura son point de vue, son expertise unique sur la cybersécurité et donc sur un angle de vue qui ne sera pas forcément couvert par d'autres personnes ou par d'autres auditeurs. Et bien sûr, ces compétences, comme je l'ai dit précédemment, peuvent être du monde entier, mais également possible sur certains programmes un petit peu plus sensibles, par exemple, de venir, limiter, les hackers à simplement une zone géographique. Par exemple, quelqu'un qui viendra travailler sur un programme du gouvernement, généralement, on préférera qu'il s'agisse de citoyens français. Donc ça fait partie des choses qui sont possibles. Et justement, cela me fait une belle transition. En fait, ce qui, du côté des hackers, soit, mais qui, du côté, bah, justement, des entreprises, des personnes qui ont tourné ces programmes de bug bounty? Bien, figurez-vous que c'est extrêmement vaste. Ça peut aller vraiment de la PME jusqu'à l'ETI. Donc, toute typologie d'entreprise. On a des OIV effectivement qui ont des programmes de bug bounty et qui dit OIV dit très généralement entité soit gouvernementale, soit liée à un gouvernement. En l'occurrence, c'est là, effectivement, on peut communiquer dessus, mais nos autorités françaises font appel, heu, aux hackers français, éventuellement peut-être à des hackers d'autres nations, ça je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Mais par contre, effectivement, ils ouvrent des programmes de bug bounty, sur leurs différents secteurs et ils viennent effectivement accepter ces remontées de vulnérabilité-là. Ça, c'est cette partie-là est publique. Le détail, malheureusement, je ne pourrais pas nécessairement rentrer dedans. Heu Mais l'idée, finale, c'est qu'effectivement, si, tout, type d'entreprise peut venir adresser le bug bounty, il y a également tout secteur d'activité. Aujourd'hui, on retrouve aussi bien, de la finance, type, Paris 8 qu'effectivement de l'industriel, du e-commerce, parfois même des acteurs de la santé. On a vraiment toute typologie de secteur. Le seul prérequis au final et le seul entre guillemets «point commun» qu'on puisse retrouver entre toutes ces entreprises, c'est justement la notion de maturité sécuritaire. C'est le principal point, je pense, qui est comment dire? Le point de qualification pour pouvoir, passer typiquement d'un cycle d'audit, de renforcement de son SI, vers le bug bounty. C'est le fait d'avoir atteint un certain niveau de maturité et ça, dans tous les cas, je pourrais vous le présenter juste après, sur l'aspect un petit peu plus chronologique. Alors par contre, bah, très bien, donc je m'identifie, je pense que je peux lancer un programme de bug bounty, je pense que je peux participer justement à cette notion. Mais par contre, bah, comment le faire et où le faire? Aujourd'hui, il existe des plateformes qui sont dédiées, c'est-à-dire ce sont des entreprises tierces qui servent d'intermédiaires, à la fois entre, ben, l'entreprise, l'entité qui souhaite lancer son programme, les hackers et le pool de hackers.
Et cette entreprise, en fait, vient jouer, justement le rôle, d'intermédiaire où elle va pas être capable de venir attribuer un certain nombre de hackers selon des compétences ou des profils prédéfinis. Elle va également permettre typiquement de définir des règles, de gérer toute la remontée de vulnérabilité, tous les rapports qui vont pouvoir découler de chaque faille qui pourra être retrouvée. De temps en temps, elle met à disposition également du savoir-faire, des humains qui viennent travailler, qui viennent collaborer avec une entité sur le programme de Bug Bounty. Elles permettent également très souvent de réaliser des intégrations. Typiquement, un rapport est accepté et considéré comme étant valide, donc la faille est avérée. Au final, bah, comment est-ce que l'on peut le remonter au sein d'un bug tracker, par exemple dans Jira, au sein d'une entreprise, au sein des services de tracking d'une entreprise pour avancer en mode agile sur les différentes vulnérabilités qui sont trouvées. Aujourd'hui, bah, il y a des plateformes qui existent un petit peu partout dans le monde, à l'international. On peut citer HackerOne, Crowd par exemple, sur tout ce qui est plateforme internationale. Mais on a également de belles licornes françaises, heu qui sont Yes We Hack et Yogosha, donc 2 alors initialement 2 startups, mais non, mais 2 belles compagnies qui ont récemment effectué, un certain nombre de levées de fonds, qui contribuent justement, à cet aspect, fleuron de la cybersécurité française en venant, bah, justement, émuler, encourager, faire vivre justement ce milieu du bug bounty, sur la scène européenne, sur la scène française, sur la scène européenne, mais également, sur la scène internationale, vous s'étendre effectivement jusqu'aux Américains et jusqu'au marché, Moyen-Orient et Asie de l'Est. Alors, généralement, effectivement, le fait de passer par une plateforme, permet de venir centraliser, faciliter le traitement. Il y a certaines entreprises qui font également le choix des programmes auto-hébergés. C'est-à-dire qu'au lieu, ben, typiquement de venir travailler avec une plateforme de bug bounty, Swyag, Gosha, peu importe, en fait, ces sociétés, généralement des GAFAM, viennent héberger leur propre plateforme, leur propre programme, leurs propres règles de remontée de vulnérabilité et c'est eux qui internalisent l'ensemble de la chaîne, de travail. Avec, ben, certains avantages, certains inconvénients. Effectivement, pour eux, ils gardent le contrôle complet. Par contre, effectivement, ça nécessite un certain nombre de travail, un certain nombre de ressources qui ne sont pas forcément toujours disponibles, et les retours d'expérience peuvent être positifs comme plutôt négatifs sur ces programmes-là. En tout cas, il est possible d'auto-héberger son programme de bug bounty. Alors l'idée maintenant, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que c'est qu'un programme de bug bounty au final? Comment est-ce qu'on l'implémente? Demain je veux me lancer, je sais que j'ai la maturité, je sais que j'ai la plateforme, je sais que je veux faire rentrer un certain nombre de hackers. Par contre, comment est-ce que je les fais travailler? Quelles sont les petites spécificités qu'il va venir falloir faire travailler? Bien, très similairement à un audit d'intrusion, donc un pen test, on va commencer par venir définir un périmètre. Le périmètre, ce sera un actif ou l'ensemble des actifs qui seront soumis, au hacker et cette notion de périmètre aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la plus cruciale sur la définition du programme du bug bounty. Que ce périmètre, au final, c'est celui qui va être soumis au crible et donc c'est celui qui va en fait, recevoir le plus enfin qui va recevoir le plus, oui, ou même quasiment tous les rapports que les hackers vont faire remonter. Donc en fait, c'est là où cette notion de maturité qu'on a évoquée précédemment, ce programme, ce périmètre doit être doit avoir un certain niveau de maturité et il doit également, bah, trouver un équilibre entre, résilience pour l'entreprise mais également attractivité pour le hacker. C'est-à-dire que si demain, ce qui est dans le périmètre, c'est un site vitrine avec quasiment aucune vulnérabilité, quasiment aucune fonctionnalité. Effectivement, le programme, enfin ce segment pourrait être considéré comme étant mature, peu ou pas de vulnérabilité. Par contre, en termes d'attractivité, ça risque pas forcément d'être intéressant pour les hackers pour venir travailler, jouer et s'approprier un applicatif. Donc à partir de ce moment-là, justement, bah, ce périmètre doit être assez résilient, mais il doit également avoir un impact, un intérêt métier derrière. Et donc une fois qu'on a défini, ben, un périmètre, un ensemble des périmètres, hein, ça peut être aussi bien donc, un site web, un domaine, une adresse IP, ça peut être aussi bien du matériel, par exemple. On a déjà reçu du matériel dans des cadres de programmes de bug bounty, sur lesquels on a dû, bah, procéder à tout ce qui était reverse engineering, découvrir de nouveaux vecteurs d'attaque. En fait, on doit venir définir des règles. C'est la notion de règle d'engagement. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? Parce que effectivement, quand vous êtes sur un audit d'intrusion, vous cadrez un certain nombre d'aspects contractuels. Tout cela découle de sources entre 2 entités, 2 entreprises. Là, aujourd'hui, quand vous venez inviter une dizaine, une vingtaine, une centaine de hackers, l'aspect cadrage est on va dire, est tout aussi important.
Cet aspect cadrage, au final, il inclut, ben, des règles de bonne conduite, c'est-à-dire, voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà ce que vous avez le droit pas de vous n'avez pas le droit de faire, voici ce que vous devrez éviter, parce que l'on vous considère comme étant des professionnels responsables. Donc, par exemple, veuillez éviter de dépasser, je sais pas, les 5 requêtes par seconde sur tel actif. Veuillez, par exemple, utiliser un VPN. Il y a toutes ces notions de traçabilité qui peuvent être reprises derrière, en venant, se dire: «Bah, écoutez, j'ai une équipe de défense, je ne veux pas que le programme de bug bounty, sature mon équipe de défense, donc par conséquent, on va venir vous demander, d'utiliser un en-tête HTTP spécifique ou de passer par exemple par un VPN». Dans les autres règles de bonne conduite, par exemple, il y a tout ce qui est protection des utilisateurs. Tout ce qui est application, par exemple, qui traite de la donnée client, au final, on va très souvent demander aux hackers de faire de ne réaliser les tests que sur des comptes qu'ils ont créés. Ou le cas échéant, s'ils ne peuvent pas, on leur en crée. Par exemple, afin de venir essayer d'éviter d'impacter, le les données de l'utilisateur légitime simplement et de finir dans des cas d'altération ou de modification de données légitimes qui appartiennent à des utilisateurs qui n'ont rien à voir avec ce programme. Donc très bien, on a, une cible, on a des règles d'engagement. Maintenant, bah, comment est-ce qu'on travaille sur le nerf de la guerre? Le nerf de la guerre, effectivement, ça restera la table des primes. La table des primes, elle définit un corollaire entre une sévérité, donc la sévérité d'une vulnérabilité et la rémunération, en tout cas la compensation qui est allouée. Alors, le standard généralement d'évaluation, c'est le standard CVSS, donc un score qui va de 0 à 10 et qui évalue sur un plan purement technique la criticité d'une faille. Est-ce que je dois exploiter cette vulnérabilité, à travers le réseau? Est-ce qu'il faut qu'un utilisateur clique sur un lien? Est-ce que je peux impacter l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité de la donnée? Toutes ces donc indicateurs d'évaluation technique, vont donner et attribuer une note de 0 à 10 et très souvent, bah, c'est cette note de 0 à 10 qui est utilisée on va dire décisionnaire final du niveau de criticité de la faille, donc faible, moyen, élevé, critique et donc, bah, pour chacun de ces 4 aspects, donc faible, moyen, élevé, critique, on va venir définir, une table de récompense par exemple, pour, faible, tu auras tant de dollars, pour moyen, tu auras tant de dollars, pour élevé, tu auras tant de dollars et pour critique, tu auras tant de dollars. Sachant que, le score CVSS, bien sûr, est une évaluation purement technique et généralement, elle ne prend pas en compte les impacts et les aspects métiers. C'est là où justement il faut d'ailleurs travailler en bonne intelligence, avec les hackers et avec, bien sûr les gestionnaires de programmes. Et au final, bah, c'est cette table de primes qui va définir d'une certaine manière l'attractivité du programme par rapport typiquement à son niveau de maturité sécuritaire. Où, effectivement, si on considère que, le périmètre risque d'être, assez vulnérable. Effectivement, bah, le tableau des primes pourra diminuer étant donné que le niveau de difficulté est plus bas. Par contre, effectivement, au fur et à mesure que le périmètre gagne en maturité sécuritaire, qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des failles, qu'il y a de moins en moins de personnes qui travaillent, c'est à ce moment-là qu'une revalorisation peut être intéressante, par exemple. Donc c'est une belle variable d'ajustement, aussi bien, ben, sur le début du programme de bug bounty en termes d'attractivité, mais également en fait, de gestion du cycle de vie du programme. Donc, bah, une fois qu'on a identifié tous ces paramètres, toutes ces petites variables sur lesquelles on vient jouer pour établir un programme qui soit vraiment adapté, qui soit vraiment parfait, qui soit, heu, le fameux Dolce Qualitat, qui soit extra par rapport aux hunters, eh bien, il va falloir le faire vivre, il va falloir le coordonner et cette coordination, bah, elle passe par une équipe et cette coordination, donc généralement, elle est soit portée en interne par l'entreprise ou l'entité. Très souvent, elle est faite en collaboration avec les équipes de la plateforme de Bug Bounty, qui mettent à disposition, ben, leur expérience, leurs experts, qui savent, qui connaissent, qui ont le feedback sur de nombreux programmes, pour venir travailler avec l'entité, avec l'entreprise, pour, vraiment établir et fine tuner, customiser vraiment proprement ce programme de Bug Bounty. De temps en temps, ben, dans le cas où, ces 2 solutions ne sont pas possibles, donc pas d'internalisation, pas de collaboration, par exemple, avec l'équipe de la plateforme de Bounty, il y a des cas où, par exemple, des tierces parties, comment dire? Des prestataires de services managés peuvent venir également se positionner en intermédiaire, sur ces programmes de bug bounty et venir jouer le rôle de triagers, de programme managers, mais ça on y reviendra juste après.
Donc au final, qu'est-ce que c'est qu'une équipe? Qu'est-ce qui est nécessaire sur la partie, heu, plan technique humain? Il faudra une entité qui soit capable de gérer le programme. Donc je viens, je le définis, je suis capable de le faire vivre, je suis capable de l'adapter, je suis capable d'échanger avec les différents acteurs. Une équipe qui sera dédiée, par exemple, à tout ce qui est vérification des bugs. Donc vous recevez un rapport de vulnérabilité, le hacker, vous n'allez pas le croire sur parole. Il va falloir être capable de venir vérifier que ce qui est avancé par le hacker soit véridique et juste. Il y a tout ce qui est également coordination des actions de correction, c'est-à-dire que vous avez une vulnérabilité, elle est avérée. Par contre, en interne, il va falloir venir, l'attribuer à la bonne équipe qui sera, en charge de telle brique logicielle. Il va falloir être capable de venir, intégrer cette charge de travail complémentaire parce que ça reste quand même du travail en plus qui est rapporté au sein des cycles de développement. Et effectivement, c'est pour ça que très souvent on travaille sur des méthodes agiles pour pouvoir venir incorporer ces charges de travail de manière dynamique au sein du cycle de vie, d'une entreprise, d'un logiciel, d'une infrastructure informatique. Et donc, on l'évoquait précédemment, la notion de bug bounty, elle doit se réaliser, au travers d'une certaine évolution sur un périmètre. Et cette évolution, c'est cette notion de quand est-ce que je le fais? Très souvent, on commence par un audit T0, un audit d'intrusion, un pentest, où effectivement, sur ces premiers audits-là, on devient capable de se dire: «Bah, très bien, je suis à tel niveau de maturité sécuritaire, pour atteindre mes objectifs, il va falloir que j'établisse une roadmap». Cette roadmap, elle va prioriser mes actions de correction sur les, par exemple, 6 prochains mois, la prochaine année, les 2 prochaines années, les 3 prochaines années. Donc finalement, on vient poser les bases de la stratégie de cybersécurité de l'entreprise, tout en collaborant avec les équipes internes, avec, le RSSI ou la personne qui porte cette casquette. Donc effectivement, on rentre dans ce premier cycle de première correction, un process qui est initialement assez lourd, mais qui finit par suler et qui finit par avancer assez rapidement, où on vient implémenter, les notions de security by design, on vient implémenter la cyberculture au sein de l'entreprise. Parce que finalement, on n'est pas simplement sur des briques logicielles, on travaille aussi, sur de l'humain, sur des collaborateurs, sur des process. Donc c'est toute cette notion de cyberculture qui s'est introduite au sein de l'entreprise. Et donc, une fois qu'on a atteint nos objectifs, de ces premiers fixes, on continue à travailler sur des audits réguliers où, justement avec ces pentests, on vient perfectionner ce processus de mise en conformité. Ça permet de venir tester, le la l'huile, enfin le fait que ces pentests, que ces processus de mitigation soient en fait parfaitement huilés et fonctionnent de manière assez dynamique. Donc, on se dit qu'on arrive à un certain instant, un instant T, à un niveau de maturité sécuritaire suffisant. Les équipes, techniques arrivent à suivre le rythme, les auditeurs trouvent de moins en moins de vulnérabilités, les processus de remontée et de coordination fonctionnent parfaitement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on commence à être prêt pour, s'ouvrir à un programme de bug bounty. Et là, bien sûr, je décris les conditions optimales. Ce n'est pas nécessairement toutes les conditions qui sont suivies, dans les règles de l'art par toutes les entreprises qui font du bug bounty. Mais typiquement, je décris ici, un exemple, un cas d'école. Voilà. Et donc au final, on passe l'entreprise au crible du bug bounty où on vient intégrer, comme je l'avais évoqué précédemment, cette notion de crowdsourcing et donc de venir, travailler de manière assez agile avec, les différentes équipes, avec les hackers, avec les équipes de la plateforme. Voilà à peu près la proposition de timeline. Alors, je vous ai présenté justement, toute cette notion de programme de bug bounty, comment ça s'implémente, qui, quoi, quand, comment, où, le classique. Par contre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, bon, cette présentation, de qui est-ce qu'elle vient? Heu, Elle vient d'une personne, du coup, en l'occurrence, que ce soit moi, que ce soit Brice, que ce soit l'équipe des Addons, nous partageons tous un point commun. Nous venons du bug bounty et c'est à travers, en fait, cette activité de chasseur de primes, que l'on a, très souvent même pratiquée, à plein temps, qu'on a pu venir légitimiser nos compétences indépendamment, par exemple, du fait d'avoir, un diplôme, du fait, d'être sorti de telle école ou de telle école. C'est des choses que l'on n'avait pas, mais sur lesquelles, en fait, on a pu, démontrer notre savoir-faire technique au travers de cibles, comme j'ai évoqué précédemment, l'ETI, de la PME, de l'OIV, du GAFAM, du gouvernement, peu importe. Mais c'est ça qui a légitimisé nos compétences. Et donc c'est pour ça que je viens aussi vous parler aujourd'hui en tant que hunter, pour vous donner, le retour d'expérience. Qu'est-ce que ça fait que d'être un hacker sur un programme de bug bounty? Et comment est-ce qu'on fait le corollaire, vis-à-vis justement, des différentes actions de correction, de fabrication d'un programme et cetera. Alors
En tant que hunter, vraiment le principal motivateur, ça restera toujours cette notion de passion et c'est de dire, on a le plaisir d'avoir des terrains de jeu qui sont incroyables et variés. En tant que hunter, on se retrouve exposé à des centaines et des centaines de programmes de bug bounty différents. Autant d'entreprises que d'activités métiers, que de savoir-faire, que de business différents. Et donc en fait, bah, au final, c'est une multiplication de toutes les technologies qui existent, de tous les environnements qui existent et à chaque fois qu'on change de programme, à chaque fois qu'on change de filiale, d'entreprise et cetera, on se retrouve face à un environnement qui est littéralement, enfin qui est extrêmement différent et sur lequel on se retrouve face à un puzzle permanent qui se renouvelle et sur lequel en fait on c'est vraiment un terrain de jeu qui est quasiment infini. Et effectivement, ben, en appliquant nos connaissances, notre savoir-faire sur ces terrains de jeu, on peut venir travailler et venir récupérer une rémunération qui est, somme toute variable, et sur laquelle on est capable, en tout cas certains d'entre nous sont capables, de venir sortir par exemple un salaire à temps plein et effectivement d'en vivre en tant que chasseur de primes, à plein temps. Le l'un des principaux aspects en dehors de cet aspect rémunération, la rémunération permet d'en vivre et de continuer à en travailler. Mais par contre, le véritable moteur en tant que hunter, c'est, cette adrénaline, cette passion. Lorsque, donc vous êtes derrière votre clavier, que parfois vous avez travaillé, comme un chien pendant des jours et des jours et puis qu'au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, vous trouvez la solution au problème et vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Vous arrivez à avoir le tri cliché du hacker à capuche, «I'm in», j'ai réussi à trouver, j'ai réussi à casser, j'ai réussi à hacker ceci. C'est un rush d'adrénaline, un rush de dopamine qui est, extrêmement puissant et généralement je sais que ça fait partie du petit crochet, du petit hook qui nous garde un petit peu tous un peu je à l'instar entre guillemets d'une drogue qui nous garderait «accros» entre guillemets à cette, à cette, à cette pratique. Et ensuite, c'est cette notion de progression permanente où, dans un milieu tel que la cyber et tel que l'IT en général, je pense que personne n'a réellement de vocation à être un expert omniscient, mais au contraire, de savoir qu'on ne sait pas, de savoir que demain sera fait, bah, de nouveaux challenges et donc ben, avec un état d'esprit extrêmement positif, se dire: «Bah, c'est pas grave, je sais pas, je vais apprendre et demain, bah, je vais me lever avec le sourire et je vais apprendre de nouvelles choses et je vais les perfectionner». Ça, c'est les plus. Mais bien sûr, il y a également des moins. Et les moins, bah, c'est le c je pense que le plus gros moins, c'est la notion de syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, vous enfin, vraiment là, on parle d'expérience, on parle un petit peu plus à cœur ouvert, mais, un jour, on se retrouve, dans le réseau interne, d'un Microsoft ou d'un Amazon et effectivement, l'ego s'envole et on se sent extrêmement bien. Et puis le lendemain, pendant, des semaines, des jours, des mois parfois, des mois parfois, oui, on se retrouve bredouille, sans rien. On bloque, on ne trouve plus. On ne sait plus ce qui nous arrive, on n'arrive plus. On juste, j'y arrive pas, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Et effectivement, en fait, on se retrouve avec parfois des creux extrêmement longs sur lesquels, ben, on se retrouve bloqué et on se pose la question de la légitimité de nos compétences. On se pose la question de, «Mince, les autres continuent à avancer, les autres arrivent à trouver des choses qui sont magnifiques, les autres partagent ce qu'ils trouvent et moi je suis bloqué, je n'y arrive pas». Et donc bah, justement, il y a cette notion de syndrome de l'imposteur qui, sur un aspect santé mentale est assez dur à équilibrer, surtout avec les grosses variances, ben, de gros rushs d'adrénaline et de dopamine que l'on retrouve avec, ben, des périodes extrêmement creuses. C'est quelque chose que, bah, chacun dans ce domaine doit essayer de gérer. Il y a aussi la notion parfois de David vs Goliath où effectivement, ben, je suis un humain à mon échelle qui vient me «battre» entre guillemets, qui vient trouver des vulnérabilités sur des entreprises qui ont un poids financier qui est colossal. Quelle est ma légitimité parfois et quel est mon comment faire, puis-je faire entendre ma voix, vis-à-vis d'un tel monstre? Entre les entreprises, entre les différentes plateformes, on a très souvent un manque d'uniformisation sur les standards. Alors, typiquement, je reprends l'exemple du score CVSS, donc cette échelle technique de notation de la sévérité d'une vulnérabilité qui va entre 0 et 10. Certaines entreprises se basent exclusivement dessus. D'autres entreprises disent: «Moi, je m'en fiche, je travaille sur la notion d'impact métier», qui est un petit peu plus arbitraire, mais qui me semble quand même plus cohérente. D'autres entreprises, décident de faire les 2. Certains programmes de bug bounty justement, définissent des règles, d'autres en définissent de manière différente.
Les standards sont extrêmement variés, il faut être capable de s'adapter un petit peu partout et il y a un vrai temps d'adaptation d'un programme à un autre, d'une entreprise à une autre. Et ensuite, bah, justement, en termes de revenus, comment est-ce qu'on en vit? Il y a une forte variance. Les comme on l'a évoqué précédemment, les revenus peuvent peuvent aller d'une fourchette de 5 et un Kinder Bueno pour caricaturer, à parfois plusieurs millions. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être capable d'encaisser si on veut en vivre complètement et sinon, en fait, le principal conseil que l'on donne aux hunters, c'est de le faire par passion et le fait que la rémunération financière qui en découle, soit simplement, en fait, un bonus qui permette de travailler et de continuer à financer cette activité, mais que le cœur du métier, le cœur de la cyber restera toujours cette volonté d'avancer, cette volonté de progresser, cet amour, en tout cas, pour la cyber. Et ensuite, en termes de terrain de jeu, là, on est un peu plus limité. Généralement, on a très peu de post-exploitation. Donc, généralement, on se contente de trouver des vulnérabilités sur des actifs web. Et généralement, on est quasiment jamais autorisé à venir rebondir derrière et à essayer de pénétrer vraiment dans le réseau de la cible. Alors, effectivement, j'en ai parlé. On est passé, enfin, en tout cas, un certain nombre d'entre nous sont passés à plein temps au sein des Headhunt. Ça reste quand même assez rare et assez minoritaire dans la communauté bug bounty en général. Où effectivement, il est possible de passer plein temps et ce qu'on recommande en général, c'est une transition assez progressive où, effectivement, ben, il faut pas cibler que les revenus. Il faut en fait commencer en tant que temps partiel, progresser progressivement, bâtir une inertie en tout cas sur les premières remontées, sur les premières vulnérabilités, sur les premières retombées financières qui en tombent, pour pouvoir continuer à se dégager du temps sur tout ce qui est R&D, apprentissage, se monter une équipe, travailler en équipe et continuer à progresser en permanence. Une fois que tout ça en fait est bâti, toute la machine est lancée, ce qui sera clé, vraiment ce qui sera vraiment important, en tant que hacker, c'est de maintenir une bonne réputation. La réputation, au final, c'est, la notion de professionnalisme. En tant qu'entreprise, on se retrouve confronté, à des cinquantaines, à des centaines de rapports de vulnérabilité en fonction, bah, de la taille du périmètre, en fonction de la plateforme et certains auront une qualité extrêmement inégale. Le hacker, très souvent, en fait, se considère seul dans la chasse, mais oublie que l'entreprise, en fait, reçoit également des centaines de rapports qui sont similaires ou différents. Et donc au final, ben, s'il n'y a pas un certain niveau de qualité de service, de factualité, d'impact, de qualité de service qui est rendu au travers d'un rapport de bug bounty, en fait, au final, ben, la réputation, elle se bâtit quasiment jamais. Et pourtant, quand on bâtit une réputation, quand on bâtit justement cette relation, cette image publique avec une entreprise, en tant que hacker, c'est extrêmement bénéficiable. Donc, bah, justement, il y a toute cette notion de contrôle de l'ego et être capable de se dire: «Bah, je fais quand même de l'autodérision. Au plus bas, quand mon ego est dans mes bottes, bah, c'est pas grave, je m'accroche. Au plus haut, si mon ego est à tout travers le ciel». En fait, non, il faut savoir rester humble également. Il faut savoir continuer, toujours avec cette notion d'autodérision, de partage et de travail avec toute la communauté et son équipe. Donc au final, ben, on a observé différentes stratégies, hein, que ce soit pour ces stratégies s'appliquent pas forcément à nous, mais en tout cas, c'est ce qu'on a observé au travers des différents hunters, des différentes personnes qui travaillent sur ces problèmes de bug bounty. C'était, ben, 1 stratégie pour en vivre, beaucoup de volume, peu de criticité. Donc on essaie de générer un fort rapport de volume à basse criticité avec donc un bas niveau de rémunération et simplement du coup, bah, sur ce volume, arriver à sortir le salaire ou en tout cas le les revenus qui sont ciblés. La seconde stratégie, ce sera tout ce qui est haute criticité et faible volume. Généralement, c'est beaucoup plus chronophage, c'est être capable d'aller trouver vraiment la faille que personne d'autre n'a trouvée, avec, bah, une spécificité assez élevée, avec un investissement en temps sur une cible ou une technologie. Généralement, c'était un petit peu plus l'approche que nous qu'on avait fait. Ça nous permet vraiment de travailler, ben, sur des périmètres que personne n'avait approchés, avec, la certitude, bah, que personne d'autre n'avait trouvé la faille et donc de pouvoir être certain d'être rémunéré avec des problématiques sécuritaires qui étaient critiques. Et éventuellement, le 3e point, c'était tout ce qui est, R&D. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certains cas, il est possible de se positionner sur une technologie, de faire de la recherche et développement, d'aller trouver des failles qui ne sont pas encore référencées, des zero days, des vecteurs d'attaque qui sont innovants et ensuite après de les envoyer, de les arroser sur, un nombre de programmes de bug bounty extrêmement conséquent. Et bien sûr, la stratégie idéale serait de faire tout cela à la fois, mais aujourd'hui, nous, on a préféré, se baser sur tout ce qui était stratégie 2 et 3, par rapport, bah, justement à notre volonté de qualité de service.
Alors, je vous ai parlé du retour d'expérience en tant que hacker, en tant que hunter, mais une autre partie aussi de notre légitimité à évoquer ces problématiques, c'est celle notamment du fait qu'on a été de l'autre côté de la barrière. On a été sur la gestion d'un programme, que ce soit, soit en tant qu'entreprise, soit en tant également que, du coup prestataire de services, managés pour des entreprises, pour des actions, pour des entités, qui avaient besoin justement d'une équipe avec le savoir-faire, qui était capable de venir gérer ce programme de bug bounty. Et demain, si vous vous lancez là-dessus, je pense que ce rétex peut être intéressant et c'est justement la seconde part que je voulais évoquer. Alors, il y a différents rôles sur, sur la gestion d'un programme. Le 1er étant, assez transparent, qui est celui de la notion de programme manager. Oui, effectivement, le programme manager est vraiment la personne qui va venir définir le périmètre initial. Donc c'est toute la notion de fine tuning qu'on a évoquée précédemment, où, comment est-ce que, lorsque je définis, je crée mon programme et je le fais vivre, je suis capable d'avoir un équilibre parfait entre, attractivité pour les hunters, mais également, résilience vis-à-vis de ce qui a été fait en entreprise. Comment est-ce que je peux être compliant, par exemple, vis-à-vis des exigences internes sur la communication, la sécurité de données, le fait de de prendre un certain nombre de précautions vis-à-vis des hackers. Mais comment est-ce qu'en même temps je rends, mon programme attractif, sexy, dynamique? C'est un équilibre extrêmement fin et extrêmement parfois très pointilleux et très difficile à avoir. Comment est-ce que je suis capable de coordonner et de créer, mon équilibre entre mes actions techniques, qu'elles soient sur le programme, entre mes actions techniques en interne vis-à-vis des équipes qui vont être en charge de toutes les actions de mitigation? Comment est-ce que je gère les actions organisationnelles? Parfois, je vais devoir jouer le corollaire avec mes équipes internes, pour pouvoir coordonner, pardon, la mise en conformité, le plan de mise en conformité, la coordination avec la casquette gouvernance, tout en étant capable de faire l'interco avec, les hunters, avec la plateforme, pour être capable de faire vivre mon programme. Si demain, par exemple, je m'aperçois que mon programme, se fait, enfin, se fait rouler dessus par des hackers, comment est-ce que je suis capable de venir ajuster en live et pouvoir dire: «Ben, très bien, je on met le programme en pause». Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on est vraiment capable de coordonner tout l'écosystème du bug bounty en tant que gestionnaire de programme, donc la personne qui porte vraiment cette responsabilité-là. Et ensuite, sur le cycle de vie du bug bounty, l'idée, c'est d'être capable de faire vivre ce programme et donc il faut être capable de l'ajuster. On l'a évoqué précédemment, s'il y a une perte d'intérêt, s'il y a par exemple, si le programme commence à devenir trop mature sur son plan sécuritaire, comment est-ce qu'on est capable de venir remotiver, de repousser les hunters à venir chasser sur ce programme-là? Comment est-ce qu'on est capable, par exemple, de créer des promotions, des micros événements qui vont venir réattiser la flamme et qui vont venir, repusher un certain engagement? Il y a un nombre incroyable de leviers. Parfois, c'est, effectivement, sur, l'espace de 3 heures ou sur l'espace de 2 jours, vous allez avoir plus 50, vous allez avoir tel bonus si, vous rapportez telle typologie de vulnérabilité, pour essayer de redonner un petit peu d'entrain. Parfois, ce sont des événements de hacking en live qui peuvent être organisés. Par exemple, je souhaite, inviter, 50 hackers pendant, 72 heures, au sein, je sais pas moi, du plateau des Capucins à Brest, par exemple, pour venir pendant 48-72 heures, heu, trouver l'ensemble des vulnérabilités qu'il y a sur, 300 de mes actifs. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être discutables entre un programme manager, l'entreprise et bien sûr la plateforme de bug bounty. Alors, si le programme manager effectivement a toute cette réflexion extrêmement stratégique et vient, s'interconnecter avec tous les différents aspects métiers, du bug bounty en interne comme en externe, l'autre, l'autre question c'est, en fait l'autre rôle indispensable, c'est celui de triager. Le triager, c'est la personne qui est sur la ligne de front du bug bounty. C'est la personne qui est à l'interconnexion, qui est sur la brèche entre le hacker et l'entreprise. C'est lui qui reçoit les rapports. C'est lui qui qualifie leur exactitude. C'est lui qui détermine leur impact métier ou, le cas échéant, le retransmet aux équipes internes. C'est lui qui reproduit, qui doit s'assurer justement que le rapport est qualitatif, qu'il est véridique. Et c'est lui justement qui vient attribuer tout cela aux équipes internes, justement pour la mitigation, pour le tracking. Et au final, c'est vraiment le mur qui vous permet de vous assurer que, c'est vraiment le mur, pardon, qui donne, la l'image publique du programme avec les hackers. Un bon triager saura interagir correctement avec les hackers et saura correctement, justement, échanger avec eux et donner une image positive de l'entreprise. C'est également lui qui va devoir,
justement, qualifier ces programmes-là. Donc il faut qu'il soit un personnel qui soit technique et qui ait la capacité de comprendre et qu'il a également la maîtrise interne de l'applicatif. Aujourd'hui, si vous recevez un problème de une vulnérabilité, un rapport de vulnérabilité sur une application que vous ne maîtrisez pas, ce sera beaucoup plus difficile de qualifier son impact business et métier. Donc c'est vraiment un rôle frontline qui va ensuite redispatcher, qui va absorber justement toute cette vague-là. Et en tant que traders, parfois on se retrouve avec des rapports qui vont être excellents, vraiment surprenants, des vecteurs d'attaque qui sont incroyables. Tout comme parfois, effectivement, on peut se retrouver sur des rapports qui sont extrêmement décevants, voire juste totalement non applicables. Mais c'est justement ça qui nécessite et qui justifie le besoin du rôle de traders aujourd'hui sur une plateforme de bug bounty. Je crois que je vous ai fait une présentation assez exhaustive et assez dense de tout ce qui était bug bounty. Ce que je vous propose éventuellement, étant donné qu'il y a énormément d'informations qui sont parties, il faut énormément de différentes données qui ont été données. Et je vous propose éventuellement de clore cette partie-là sur un court, une courte session de questions-réponses. Si vous avez plus sur le format échange ouvert, si vous avez des questions, que ce soit sur l'aspect Retex en tant que hunter, que ce soit sur l'aspect programme manager, que ce soit sur l'aspect cyber au sens large, c'était avec grand plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup. Effectivement, très exhaustif. Cette communauté, elle bouge beaucoup. Oui, absolument. Alors aussi bien au niveau hacker où effectivement il y a de plus en plus d'étudiants et nous on essaie de pusher à notre niveau, d'enseigner aux étudiants, de faire rentrer du monde dans la cybersécurité. Parce que pour nous c'est vraiment une action qui est complémentaire à tout ce qui est audit d'intrusion. Et en termes, entreprise et organisationnel, clairement oui, c'est de plus en plus adopté. Il y a un push qui est assez monstrueux, aussi bien au niveau de l'État, des entreprises, des TPE, des PME, pour qu'elles viennent travailler et pour qu'elles viennent, justement, bosser là-dessus. Donc c'est clairement un secteur en plein essor. Je crois que, justement la plateforme YesWeHack a levé, quelque chose comme 16 millions récemment. Enfin c'est il y a de l'argent qui va sur ce domaine, sur ce secteur, absolument. Est-ce que le bug bounty, finalement, est-ce que c'est la nouvelle version de l'audit de sécurité ou c'est quelque chose de complémentaire? Est-ce qu'il faut rester un peu axé quand on est RSSI? Est-ce il faut faire les deux ou est-ce qu'on peut considérer que Alors la façon quelque part c'est une nouvelle approche? La façon traditionnelle de le faire, ça sera toujours de manière complémentaire. Le cliché entre guillemets, le plus gros risque, c'est aujourd'hui, je ne réalise pas d'audit, j'ouvre un périmètre trop large au bug bounty. Ça risque d'être, enfin ça risque, je sais pas des mots du terme, mais ce sera l'Armageddon sur ce programme-là. Et donc en fait, au final, en termes de coût et de rentabilité, ça va coûter beaucoup plus cher de faire un programme de bug bounty sur quelque chose qui n'a jamais été audité. Parce que l'ensemble en fait du budget attribué aux récompenses va partir presque dans la nuit ou dans les 2 heures qui viennent. Donc c'est beaucoup plus difficile. Par contre, il y a des approches plus hybrides qui existent, où effectivement, en se rapprochant d'une plateforme, typiquement pour avoir beaucoup échangé avec les gars, avec les personnels de YesWeHack, je sais que par exemple, il est possible, dans un premier temps, d'inviter 1 à 2 personnes, genre des personnes extrêmement qualifiées, uniquement, vraiment juste 1 à 2 personnes pour qu'elles commencent à faire les premières remontées de vulnérabilité là. Ça peut essayer de remplacer un audit, mais généralement on passe toujours par la case pentest obligatoire avant, voire plusieurs pentests. Par contre, c'est une excellente stratégie à terme, effectivement, sur tout ce qui est surface d'exposition web. Je ne sais pas si d'autres ont des questions sur ce qu'on vient d'entendre. Non, c'était clair et Essayer de net. poser la Merci première, parce que Victor. toujours la première qui coûte cher. Merci beaucoup. Extra. Mais écoutez, merci à tous pour cette invitation. Dans tous les cas, je reste, disponible. Et puis, David, oui, dis-moi? J'ai une petite question, Vas-y, si tu veux une bien. question, Laurent. Merci d'abord pour la présentation, c'était sympa. Et Merci beaucoup. donc, je note déjà qu'il y a un petit effet pervers, c'est de mal qualifier en fait le besoin par rapport à du bug bounty en fait. Est-ce qu'il y en a d'autres, des effets pervers voilà, que vous avez vu remonter par rapport à ton expérience, etc. D'autres effets pervers à part celui-là?
Alors, effectivement, cadrage du périmètre qui se passe mal, c'est, un programme qui va partir directement en cacahuète. Soit le wallet va être vidé, enfin le budget va être vidé, soit personne travaillera dessus. En termes d'effets pervers, c'est derrière, sur l'aspect organisationnel au sein d'une entreprise, c'est, se dire: «Bah, très bien, est-ce que je suis prêt, par exemple, dans le pire des cas, à recevoir, 10 rapports par jour?» Je sais pas. Ça, c'est vraiment, préparation, worst case scénario pour se préparer au meilleur. C'est par exemple demain, est-ce que mes équipes techniques vont être capables d'encaisser, au sein de leur, bah, du coup, de leur cycle de développement, de gestion de l'infra, une charge de travail additionnelle, avec une priorité critique urgente P1, sous par exemple 48 heures, si on considère que c'est une vulnérabilité qui est critique. Alors demain, bah, je sais pas, une vulnérabilité identifiée permet de prendre le contrôle, d'un serveur spécifique en tant que root, en tant que super administrateur. Est-ce que demain, j'ai la capacité de libérer, une ressource là-dessus et d'effectuer le correctif technique parfois qui pourra être plus ou moins lourd? En fait, c'est les organisations qui peuvent, qui peuvent, par exemple, manquer de maturité ou de ressources de ce côté-là. L'effet pervers, c'est qu'on se retrouve avec des vulnérabilités critiques qui restent en production beaucoup trop longtemps, et ces vulnérabilités, en fait, elles risquent d'être retrouvées par d'autres hackers. Le problème, c'est que dans le bug bounty, on ne rémunère que la première personne qui trouve la vulnérabilité. Toutes les autres personnes qui passent derrière sont considérées comme étant duplicates, ou duplicata, je suppose, et ne seront pas rémunérées. Donc en fait, ça a tendance à créer une frustration. Parce que plus il y a de vulnérabilités qui sont identifiées, mais qui sont non corrigées, plus d'autres hackers vont venir les trouver, plus il va y avoir de personnes qui seront considérées, bah, duplicate, donc doublons, et plus en fait ça va créer une frustration côté hunter, et donc en fait ça risque de créer une baisse du niveau de qualité et une baisse du niveau d'engagement côté hacker. Et côté équipe interne, bah, avec l'accumulation de ces vulnérabilités critiques, derrière, bah, c'est saturation des ressources parce que, bah, on n'a pas le temps, on est en train de gérer ça en premier, puis on a encore 3 tickets qui viennent d'être ouverts en même temps, et ça commence à faire un petit peu trop, et en parallèle, on est obligé de gérer, des aspects métiers, de la migration et cetera. C'est plus cet effet pervers un petit peu de second ordre que j'identifie. Ouais, d'accord, bien reçu. Ça crée en fait une sorte de déni de service, sur les équipes internes, quoi. Donc Exactement, donc c'est c'est ça. totalement contre-productif, au final, quoi. C'est ça. Généralement, c'est pour ça que, typiquement, pour des entreprises qui n'ont pas forcément la dispo pour tout ce qui est, gestion du programme et triage, soit c'est la plateforme qui le prend, soit c'est, bah, des prestataires de service managés. Genre, en l'occurrence, c'est pour ça que je parle d'expérience, on l'a fait dans les 2 cas. On l'a fait en pro bono, on l'a fait, dans le cadre de prestations de services, où effectivement, bah, c'est extrêmement chronophage de se prendre les rapports, de devoir les qualifier, de devoir dire si oui ou non c'est bon, de devoir les attribuer aux bonnes équipes et cetera et cetera. Et il faut un savoir-faire technique et organisationnel pour faire tourner le programme, et le fait de l'externaliser, bah, ça permet de sauver de la ressource, et par contre, bah, du coup, ces ressources, par contre, il faudra qu'elles soient disponibles en interne en fonction du degré d'urgence, quoi. Et parfois, ben, parfois, ce sera pas possible parce que ce sera des éditeurs logiciels tiers sur lesquels il faudra faire la remontée. Donc là, au moins, bah, une fois de plus, ça permet de dégager un petit peu la responsabilité, et de mais par contre, il faudra mettre la pression côté orga, quoi. Voilà. Ouais, OK. Ouais, Si je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, en gros, c'est une bien sûr. stratégie de bug bounty qui est super sexy, mais il faut quand même bien la maîtriser, sinon, on se prend rapidement des retours de flamme, qui peuvent faire très mal, quoi. C'est C'est pas ça, et du tout c'est un pour outil ça magique, en que fait. Comme d'habitude, c'est pas du tout un truc magique, quoi. non, par contre, c'est pour ça que généralement je recommande les plateformes européennes. Integrity, j'ai jamais trop travaillé avec eux, mais il me semble qu'ils font leur boulot pas trop mal. YesWeHack, on les connaît bien, on sait que je sais que par exemple, typiquement, ils font extrêmement bien leur boulot. Il faut que la plateforme qui accepte le programme de bug bounty soit vraiment carrée sur le cadrage. Il faut pas que ce soit les personnes qui viennent vous signer le contrat parce qu'elles veulent signer le contrat. Ouais, Par d'accord. contre, il faut effectivement qu'elles vous accompagnent réellement sur la partie cadrage, et ça, je sais que chez les Européens, c'est beaucoup plus courant que, enfin, je sais que c'est beaucoup plus courant chez les Européens, et je vais pas diffamer après sur le reste, je pourrais pas m'exprimer pour le reste. OK, Je vois top. également une question ouais, sur tout ce Merci. qui est, réservé à une élite en termes de budget et de temps à consacrer. J'ai 2 réponses. La première, effectivement, c'est, il y a un coût qui est pas négligeable. Par contre, sur typiquement la PME, et la P ouais, sur la PME, effectivement, il est possible d'ouvrir des programmes de bug bounty. Simplement, les rémunérations qui sont proposées aux hackers, généralement, seront un petit peu plus faibles. Mais ça permet toujours de travailler sur cette approche-là. Ça, c'est le premier point. Et en fonction justement du niveau de maturité, ou du périmètre qui sera exposé, et au final, les budgets alloués peuvent être beaucoup plus faibles. Par exemple, une entreprise qui souhaite exposer, ben, justement une seule application métier très spécifiquement, et qui a déjà subi, ben, justement quelques audits. Au final, ben, s'il y a peu de surface d'exposition,
et qui a un certain niveau de maturité sécuritaire, les coûts alloués en termes de budget vont diminuer sur la partie récompense attribuée au hunter. Et l'autre point éventuellement, c'est indépendamment du bug bounty, effectivement, qui est très lié, pardon, excusez-moi, qui est très lié à cette notion de rémunération du hacker. Vous pouvez également, il y a de la rémunération très souvent qui existe, par exemple, en termes de matériel, en termes de goodies, en termes de ce qu'on appelle dans le milieu du swag. Red Bull, par exemple, ne rémunère pas en argent, mais rémunère en palette littéralement de Red Bull. D'autres entreprises, par exemple, envoient des badges, des t-shirts, etc. Les Néerlandais, si je ne dis pas de bêtises, sur l'État, lorsqu'on pirate typiquement une entité du gouvernement, donc le Dutch, les Néerlandais, on reçoit un t-shirt qui dit j'ai piraté le gouvernement néerlandais et tout ce que j'ai reçu, c'est ce t-shirt un peu pourri. Voilà, c'est un truc tout idiot, mais ça fonctionne. Et il y a plein de gens qui le veulent et je le veux aussi, et donc il faudrait que j'aille travailler là-dessus. Et justement, ça rejoint tout ce qui est notion de VDP, donc c'est tout ce qui est Vulnerability Disclosure Programme. Il me semble que c'est un segment de l'ISO 27K, si je dis pas de bêtises, ou de l'ISO 29, il faudrait que je retrouve, mais il faut que je révise mes cours là-dessus, où effectivement, il est possible simplement de créer une interface pour que un hunter ou une personne puisse effectuer une remontée de vulnérabilité sans nécessairement être rémunéré derrière. Donc après, d'ailleurs, c'est à vous de venir décider de si oui ou non la personne aura une gratification. Du coup, vraiment le petit tip, c'est effectivement si en termes de budget ça ne suit pas, un programme de bug bounty auto-hébergé avec un petit peu de swag, 3 t-shirts et une casquette, ça fait toujours plaisir parce que ça matérialise un petit peu l'aspect sécu et je vous avoue qu'on adore ça. Merci Voilà pour Victor. cette réponse. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Écoutez, si c'est tout bon pour vous, dans tous les cas, je pense vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas à venir poser des questions ou venir envoyer un mail si vous avez en tout cas la moindre interrogation. Ça nous fait toujours plaisir de partager ça, ça nous tient énormément à cœur. Et puis, écoutez, je vais laisser la main à la suite de la conférence et je sais que je suis attendu dans quelques minutes sur notre conférence. Donc, merci beaucoup pour cette invitation, ça fait super plaisir d'avoir pu partager ça avec vous. Merci Super, merci. Victor. Merci, Victor. C'est à toi. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et voilà. Génial. Merci beaucoup. Terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine.